Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast de Hockey sur demande, édition du 30 mars 2026 sur les ondes des Chemins Télé. Toujours en compagnie de mon bon ami Stéphane. On est de retour, Stéphane, après quelques semaines d'absence. Et on est en mode série, du moins du côté régional. Là, il y a des équipes là, qui sont en série actuellement, font très bien en série. Évidemment, on va tout faire un beau petit portrait de ce qui se passe avec nos fameuses équipes locales. Sinon, dans le menu aussi, qu'est-ce qu'on va parler? Il y a eu la réunion de DG dans la LNH, réunion annuelle qui a tout le temps lieu là, justement à cette stade-ci là, de l'année. Et ça a brassé, Stéphane, dans ce meeting-là. Il y a un DG là, qui a voulu défier un peu le commissaire et il s'est fait revirer de bord assez raide. On va revenir là-dessus. On va revenir également sur une déclaration de Gary Bettman qui m'a fait bien rire en ce qui concerne le format des séries éliminatoires. Et Steph, on en avait parlé dans l'autre podcast la semaine passée un peu, mais je veux qu'on revienne sur ce fameux format des séries-là qui ne fait aucun sens. Mais écoute, visiblement, le commissaire, lui, n'est pas du même avis. Sinon, je veux qu'on discute aussi d'une possible entente entre la Ligue américaine et la LCH là, concernant les joueurs de 19 ans. À quel point ça peut affecter les circuits juniors là, ici au Québec, dans l'Ouest et en Ontario. Donc, je veux qu'on se penche un peu sur cette question-là. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça, le menu. Mais Stéphane, toi, tu as eu une grosse journée aujourd'hui. Mais il te reste encore du gaz dans le tank, là, aussi c'est fini. Là, tu vas tomber endormi à la moitié du podcast. Là. Non, bien sûr, j'ai encore du gaz, ça ne vous en prie que ça. Donc, ouais, c'est ça, mon grand qui joue aujourd'hui en demi-finale des séries. Gagné en prolongation, en fait en fusillade, encore une fois. Donc, la semaine passée, la même chose. On a fait le podcast avec Etchemin, mais la semaine passée, même chose. Et mon grand a gagné en fusillade. Et là, on s'en va en finale la semaine prochaine, samedi prochain. Et on s'en va en régionaux. Donc, papa stressé, entraîneur stressé, et les joueurs étaient stressés, mais enfin, c'est fait. Donc, grosse saison pour mon grand garçon encore. Ben écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances avec ton grand. Allez chercher ça, ce championnat-là. Là. C'est assez le niaisage. Là. On va chercher les grands honneurs puis on ramène ça à la maison. Sinon, Steph, ben écoute, on va se pencher sur la réunion des DG dans la LNH. Il y a 2 points, en fait, que je veux aborder avec toi. Le premier, c'est le DG là, des Hurricanes, là, Eric Tuloski, là, qui a un peu défié, si on veut, le commissaire sur la fameuse protection de la Ligue envers ses joueurs. Il a un peu défié Gary Bettman en mentionnant que la Ligue n'en faisait pas assez et Bettman qui te l'a reviré sur un dixaine là-dessus. Donc, clairement, du côté de la LNH, on pense là, qu'on fait les choses comme il faut. Mais lorsqu'on regarde les sentences qui sont données avec les coups vicieux qui se donnent, puis on en parlait tantôt là, dans l'autre podcast là, de Hockey sur demande, là, lorsqu'on faisait notre live, le geste de AJ Greer sur Connor Zary qui plante la tête première dans la bande. Le gars reçoit 3 matchs de suspension. Écoute, c'est un peu dur de prendre la Ligue au sérieux avec des sentences comme ça, là, honnêtement. Là, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sais, la manière que ça s'est produit, de ce que j'ai lu sur Sportsnet, c'est que Tuloski a vraiment défié un peu le commissaire. Et le commissaire a un peu posé la question, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec ça? Puis ça a l'air qu'il n'y a personne qui a répondu. Donc, malheureusement, il était seul sur son île, mais je peux pas croire que les 31 autres DG sont satisfaits du travail. Il y en a un sûrement dans le lot, un autre qui doit se dire aussi qu'on en fait peut-être pas assez au niveau des coups à la tête et tout ça, mais qu'on a peut-être eu peur de perdre la face devant le commissaire de leur côté aussi. Mais honnêtement, ceux qui disent que la LNH fait une belle job par rapport à ça, désolé, mais vous avez la tête dans le sable. Là. Peut-être dans le sable, puis la semaine passée, c'était Bill Guérin qui questionnait le format des séries. Cette semaine, c'est Tuloski qui au niveau de la protection des joueurs. Josh Parros qui est venu dire vraiment rien en entrevue avec les médias de toute façon. On a presque pas parlé de la semaine au niveau de Josh Parros. Écoute, est-ce que vous êtes vraiment surpris? Gary Bettman est pas mal tout seul sur son île, prend les décisions, fait à croire, prend les décisions en même temps, puis si t'es pas d'accord avec lui, tu vas te faire tasser probablement anyway. Il reste que pour les DG, ça prend l'accord de la Ligue nationale. Pour tout passe par Gary Bettman et son département de toute façon. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Est-ce que Tuloski a fait la bonne décision? Oui. Est-ce que les médias peuvent en parler? Je ne sais pas. Est-ce qu'on en parle vraiment assez? Je ne sais pas non plus. Mais dans notre podcast, on n'a jamais, dans notre podcast, Max, on n'a jamais eu le peur de dire ce qu'on pensait au niveau des choses comme ça. Puis moi, AJ Greer, encore, c'est un geste complètement stupide dans une situation complètement stupide qui ne devrait pas se faire et c'est là le problème.
Évidemment, on parle des 5 matchs de suspension là, de la semaine passée, puis le coup de bâton sur la tête de Malkin, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Mais on dirait qu'à chaque saison, Max, il y a 5, 6, 7, 8 choses qui s'en viennent, qui n'ont pas de conséquences. Mais je pense que oui, je pense que malheureusement. Puis tu sais, l'association des joueurs aussi a son mot à dire là-dedans. C'est pas juste les directeurs généraux et la Ligue nationale de hockey. Les DG protègent beaucoup leurs joueurs, puis c'est bien correct. Mais j'ai l'impression quand même que l'association des joueurs n'aide pas leur cause. Donc, c'est vraiment un effet dinosaure, je pense, qu'on a du côté national. Puis autant qu'on devrait empêcher ces genres de coups vicieux-là, qu'on ne trouve pas la moyen de le faire à chaque année de toute façon parce qu'on ne semble pas vouloir le faire. Donc, c'est sûr que pour un DG comme lui, ça se dit rarement, là, on va se dire. Max, c'est rare qu'un gars sur la place publique pour dire ça. Mais je pense qu'il est frustré du côté de Tuloski parce qu'il sait qu'il y a des joueurs étoiles qui se font blesser. Et évidemment, en fin de saison comme ça, souvent, on va voir des équipes plus robustes là, se donner la peine de le faire. Mais je ne suis pas entièrement en désaccord avec ça. Puis on voit que Gary Bettman tient un petit peu les ficelles de la Ligue nationale à ses mains, qui va pas pousser sur la ficelle qu'il veut, évidemment. Mais moi, j'ai une question pour toi, Stéphane, par exemple. Parce que, tu sais, là, on critique, on chiale, puis tout ça. Mais toi, tu serais, mettons, t'es George Parros, OK? Tu vois un coup à la tête. C'est vraiment pas épaule, mais vraiment, mettons, coup de coude à la tête, vraiment flagrant, là. Ouais. Comment tu jugerais ce coup-là? Je veux dire, comment tu interpréterais ça? Est-ce que, de ton côté, comment je pourrais dire ça? Ça serait quoi tes critères ou qu'est-ce que tu prendrais comme critère, en fait, sur ce coup-là pour attribuer ta suspension? Parce que là, clairement, on chasse beaucoup souvent selon le nom derrière le chandail plus que le geste. Ça, c'est une chose. Mais toi, de ton côté, tu interpréterais ça comment, ces coups-là? Est-ce que tu laisserais la réputation du joueur de côté? Est-ce que tu prendrais ça quand même un peu en considération? Est-ce que tu te concentrerais plus sur le geste? Comment tu dealerais avec ça? Mais évidemment, c'est un sport à décision rapide quand même, le hockey. Les règlements sont jamais clairs. Un petit peu comme la fameuse prise de bec devant le but quand il y a un but refusé ou pas avec le gardien de but. Je pense qu'on a trop de règlements qui pourraient être faciles. Coup à la tête, 2 matchs. Coup de coude, 3 matchs. Coup de bâton à la tête, 10 matchs. On pourrait, tu sais, je pense pas que la situation ou le timing ou comment que ça fonctionne dans un match devrait avoir une décision là-dessus. C'est pas comme si tu ferais mis un échec légal puis le joueur s'effondre ou est blessé. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on peut pas non plus décider que la blessure, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, on entend des affaires partout, Max. Tu sais, le joueur devrait être suspendu autant que l'autre est blessé. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, comme Austin Matthews, il va être blessé là, pour les 3 prochains mois, s'est fait opérer pour 12 semaines, après sa réhabilitation, toute la quitte. Puis oui, on parle du gars des Ducks, Raku Goudas, on se fout un petit peu s'il jouerait national ou pas. Ça reste le capitaine de l'équipe des Ducks. On ne comprendra jamais, mais it is what it is. Mais est-ce que tu vas vraiment essayer de trouver une façon? Rakuda donne un coup de genou comme ça. Pour moi, si c'est 10 matchs, c'est 10 matchs. Ça devrait être blanc ou noir. Comprends-tu? Mais on a trop de... Je pense que le département de la sécurité des joueurs, malheureusement, est là pour défendre ses joueurs. Donc, Rakuda, ça a été défendu par l'association des joueurs, alors que son geste devrait être au moins un 8-9 matchs ou 10 matchs peut-être. Là. Je ne sais pas comment on pourrait donner pour ce genre de coup-là, mais c'est une tentative de blessure officielle. Il n'y a pas à essayer de l'éviter. Là. C'est une tentative de blessure officielle. Donc, la nationale arrive avec quelque chose, puis l'association des joueurs dit non, mais fais attention, là. Tu sais, tu as donné 4 jours, 4 matchs pour tel joueur, puis en telle année, puis là, tu ne peux pas donner plus que 4 matchs, puis 5 matchs. Puis... Fait que c'est un petit peu... T'sais, on devrait faire quoi? Avoir un préfet de discipline à l'extérieur de la Ligue nationale? Peut-être. Mais je pense encore qu'on a trop de grilles dans la Ligue nationale. Il y a trop de grilles au niveau des règlements. Puis encore plus pour les blessures. C'est souvent impacté par la blessure. Exemple, le gars se fait plaquer dans le fond, dans le dos, se relève, continue à jouer, pas de punition, peut-être 2 minutes. Le gars sort sa civière, maintenant on va le suspendre. Ben, écoute, je te pose la question parce que j'ai eu quand même cette conversation-là souvent avec des amis, puis même mon père aussi, qu'on en discutait. Puis il y en a quelques-uns qui me disaient, moi, Max, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Le gars est blessé pendant 2 mois, t'es suspendu pendant 2 mois. Là, je dis, ouais, OK, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je veux dire, tu sors un gars
ben tu joues pas tant que le gars revient. OK, fine. Mais c'est parce qu'il y a des gestes, des fois, que le geste est quand même stupide, qui est quand même dangereux, mais que le gars est quand même capable de finir le match. Puis tu sais, une mise en échec dans le dos, tu vas faire étamper tête première dans la bande. Il y en a que oui, ils vont être étendus à terre, puis ça va être fini pendant une couple de semaines, mais il y en a des fois qui réussissent à se lever, finissent le match, puis finalement, au final, ils vont trouver ça raide un peu le lendemain, mais ils sont capables de jouer. Mais le geste est quand même aussi dangereux et stupide, mais là, le gars finit le match, fait que tu le suspends pas, tu le pénalises pas. Fait que c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'ai eu cette discussion-là, puis ça revenait souvent. Fait que là, finalement, est-ce qu'on sait juste pas comment évaluer le geste et la gravité dans tout ça? Puis qu'au final, ben, tu sais, je veux dire, oui, il y a des comparables. On regarde, j'ose croire que le département de George Parros fait leur devoir pour essayer de trouver des suspensions un peu égales, mais je trouve qu'au final, le problème à la base, c'est que c'est peut-être ça, peut-être qu'on compare trop avec des précédents, mais que les précédents à la base étaient mauvais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais, on a donné un 3 matchs à tel joueur, fait que là, il faut donner 3 matchs aussi. Mais à la base, le gars, au départ, il n'aurait pas dû avoir 3 matchs, il aurait dû en avoir 10. Fait que là, on se fie sur des précédents qui sont déjà mauvais à la base, c'est que finalement, on fait juste continuer cette lignée de mauvaises décisions-là. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça le problème. C'est que, tu sais, on se fie, on compare bien les dossiers, tu sais, on a des bons gestes similaires pour comparer, mais à la base, la sentence est déjà pas bonne, fait qu'on fait juste donner une autre sentence pas bonne parce qu'on se fie avec ce qui s'est donné auparavant. Oui, exact. Puis on ne réussit pas à avoir un comparable de 3/4 du temps. C'est souvent des choses que tu vas moins comparer, mais ça reste que c'est toujours la même réponse, toujours la même chose qu'on va avoir. Là. C'est pas normal. C'est pas normal que des décisions comme ça soient faites puis qu'on n'a aucune idée quoi faire avec ça. Là. Pour moi, ça fait aucun sens. Puis la Ligue nationale a de l'air folle là-dedans parce qu'on n'a pas de conséquences. On n'a pas de conséquences, mais on n'a pas de. C'est jamais de quoi qui est toujours la même chose. C'est toujours un peu ambigu, puis on sait jamais c'est quoi ça va être. La preuve, là, c'est que comment une fois que tu vas entendre les gens dire là, il devrait avoir 5 matchs de suspension, boum, on a 2 matchs. Il devrait avoir une suspension, oups, on n'a pas. Il devrait pas avoir une suspension, oups, il y en a 2. Fait que c'est un petit peu une game qui est dure à suivre du côté de l'organisation de la Ligue nationale. Puis on va en parler toute notre vie, Max, puis ça va être de même pour longtemps. Tant aussi longtemps, moi, je pense qu'il n'y aura pas un préfet de discipline à l'extérieur. L'autre point aussi, que quand j'ai eu des discussions de ce sujet-là avec d'autres personnes, c'est, on dit tout le temps qu'il y a trop de zones grises, fait qu'on dit qu'il faudrait que ça soit vraiment zone blanche ou zone noire, puis que lorsqu'on suspend, on donne une grosse suspension, fait comme ça, les joueurs ils vont y penser à 2 fois avant de faire des coups un peu vicieux, mais en même temps, le hockey, ça joue vite. Des fois, le gars fait juste pencher un peu. Tu visais l'épaule, penche un peu, pogne la tête. Le gars ne vise pas tout le temps la tête de façon délibérée. Là. Je veux dire, des fois, s'il y a des concours de circonstances. Fait que bref, il y a des gens qui disent écoute, tu pognes la tête, c'est 20 matchs, mettons, en partant. Tu fais juste viser un chèque à la tête, c'est 20 matchs, morceau des parties. Fait comme ça. Il faut que ça soit vraiment tranchant pour que les. C'est comme là, je sais que le parallèle est vraiment boiteux, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Au baseball avec l'antidopage, le gars, tu te fais pogner une fois, moitié de la saison, t'es out. Là, il y en a un, là, des Braves, je pense que c'est pogné une deuxième fois, out pour toute l'année. Il joue aucun des 162 matchs du calendrier. Fait que, tu sais, bizarrement, t'en as pas beaucoup des cas comme ça. Là. Je veux dire, ça arrive une fois aux 2 ans qu'un joueur qui s'est pogné, mais les joueurs, ils savent, fait qu'ils font attention. Est-ce que ça prend une mesure vraiment? Le point que je vais amener avec ça comme comparaison, c'est si on met de quoi de vraiment drastique, vraiment tranchant, tu donnes un coup à la tête, puis tu le pognes solide, là, ben, tu rates la moitié de l'année. Là, j'exagère, là, mais ça prend-tu de quoi vraiment tranchant pour que les joueurs puissent agir de façon plus intelligente ou en même temps, comme j'ai dit, c'est un sport qui est rapide, c'est un sport qui a des circonstances qui font en sorte des fois que c'est un coup à la tête. Des fois, juste le fait, le gabarit qui est pas pareil, le gars mesure 6 pieds 5, il ramasse un gars de 5 pieds 7, ben il y a des bonnes chances qu'il va le pogner à la tête juste naturellement. Fait comment tu vois ça dans ce que je viens de dire? Est-ce que ça ferait du sens de mettre de quoi de tranchant ou comme j'ai dit, il y a comme trop de ouais, mais si qui fait en sorte qu'on ne peut pas y aller avec une suspension vraiment tranchante. Là, puis qu'on a un peu liés à cause de ça. Ben moi, je pense que tu peux l'avoir si c'est bien fait. Ça ne devrait pas être un problème. Mais c'est quoi une suspension tranchante pour toi? Je veux dire, faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça le problème.
C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir peut-être l'idéologie de qu'est-ce qu'on veut faire puis l'idéal des suspensions. Mais moi, je pense que si tu travailles conjointement avec l'association des joueurs, avec les joueurs, puis tu sais, méfiez-vous, le McDavid a critiqué il 2 semaines aussi que la sécurité des joueurs n'était pas pris en compte. Là, donc, c'est pas le seul. Là. Je veux dire, à un moment donné, les joueurs vont parler. Puis les joueurs vont être tannés de se faire avoir. Là. Ça va être aussi facile que ça. Là. Ça sera jamais plus que ça, mais reste que moi, je pense que c'est faisable sans problème. Il faut juste que les gens veulent le faire. Puis encore là, est-ce qu'on veut vraiment le faire ce côté national? Ça, c'est un autre point. Autre chose qu'on ne verra pas de sitôt, c'est le changement du format des séries de la LNH. J'avais mentionné tantôt que Bill Guérin avait un peu glissé un mot là-dessus, que ça faisait plus ou moins de sens, là, les confrontations. Et Gary Bettman qui va avec la déclaration suivante. Moi, je l'aime bien, le format des séries. Ça ne changera pas. C'est le format qui offre les meilleures premières rondes dans tous les sports majeurs en Amérique du Nord. On a des bonnes premières rondes. Gary, comment je te dirais bien ça? On s'en fout des bonnes confrontations en première ronde. Nous, ce qu'on veut, c'est une bonne confrontation rendue en finale de l'Ouest, puis en finale de l'Est, puis en finale de la Coupe Stanley. C'est là qu'on veut les vraies bonnes confrontations. Là. Première ronde, là, même que ça me fâche de voir des trop bonnes confrontations en première ronde parce que je me dis, shit, il y a une des deux équipes qui va partir en première ronde. Puis on l'a vu, c'est l'année passée, je pense, que Colorado puis Dallas s'étaient pognés en première ronde. C'était 2 très bonnes équipes. Ben, just too bad, il y en a une des deux qui lève les feutres. Là. Puis c'est vraiment dommage qu'on ait une fermeture d'esprit comme ça. Pourquoi on ne ramène pas le 1, 8, 2, 7, 3, 6, 5, 4? C'était le fun, ça, ce format-là. Pourquoi il faut tout changer pour des rivalités qui n'existent même pas? Fait que bref, Stéphane, si tu avais espoir que ça change, ben ça ne changera pas. Non, puis tant qu'il va être là, ça va être ça. Là. C'est un joueur. Puis tu sais, le monde va me dire, oui, mais ça vient du basket, il a 35 ans. Gary Bettman n'a jamais changé de ce qu'il faisait. Ça va mourir avec, puis mec qui s'en aille, probablement que ça va changer. Puis déjà là, Elliott Friedman, puis les gars en parlent. Mais Gary Bettman s'en aille, probablement que la prochaine direction va le changer. Ça fait aucun sens, Max, qu'on fasse ça comme ça. C'est pas de la NBA, c'est pas un format qui est vraiment bon pour la Ligue nationale anyway. Et moi, je comprends pas pourquoi on fait ça. Puis Gary Bettman, là, c'est le petit Napoléon. Là. Il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il fait quand ce qu'il veut. Finalement, ça fonctionne, tant mieux pour lui, mais je veux dire, présentement, on peut pas chialer du côté des directeurs généraux, sinon on va se faire probablement mettre à la porte, évidemment. Mais ça reste que moi, je comprends pas ce format-là. Puis oui, des fois, ça peut fonctionner, puis c'est bien correct, puis chacun a droit à son opinion. Mais moi, je trouve qu'on se tire dans l'œil complètement, puis je vois pas comment et pourquoi que c'est une bonne affaire dans la Ligue nationale. Moi, je le comprends pas. Parce que là, on va faire pas un petit jeu, mais on va juste comparer un peu si on prend le calendrier actuel. Parce que ça se peut que le format de Bettman nous offre des meilleures confrontations côté émotion et tout ça pendant qu'il y a eu un pop-up. Un solide pop-up, je suis désolé. Hein? Un solide pop-up. Je veux juste voir, en fait, ça donnerait quoi les confrontations format actuel versus le bon vieux 1-8-2-7. Là, je suis en train de compiler ça avec le format de Bettman actuellement. Je vais juste noter avant les deux. Et ensuite, on va faire la comparaison parce qu'il y a des match-ups que ça revient au même. Là. Écoute, ça change pas. Ça change pas tout non plus là, entre les deux formats. Mais tu sais, grosso modo, si on regarde le format actuel des séries, si les séries débutaient aujourd'hui dans l'Est, on aurait Caroline contre les Islanders, on aurait les Sabres contre les Bruins, on aurait le Lightning contre le Canadien et on aurait les Pingouins contre les Blue Jackets. Maintenant, bon qu'est-ce que tu penses, mettons, ça serait quoi ton match-up favori dans ces quatre-là, mettons? Ben écoute, je pense que Pingouin Blue Jackets, ça va être un bon match. Honnêtement, ça va être comme deux rivaux. Là. Ça va être le fun. Pour le reste, ça fait juste du sens. Comprends-tu? Je pense que les 4 rencontres vont être le fun. Tu comprends-tu? Je pense pas qu'on a un. Tu sais, c'est. Moi, ce que j'aimais de ce format-là, c'est les upsets. Le 8 qui va battre le 1, le 7 qui va battre le 2 peut-être, ou le 6 qui va le 3. Tu sais, c'est toujours intéressant de voir dans comment tu vas arriver dans les séries, quel avantage que tu as. Puis là, tu as nommé l'Atlantique, Max, mais c'est super serré. Va-t'en dans l'Ouest, va-t'en dans la division de l'Ouest, là, puis regarde la centrale, la Pacifique, comment que ça serait complètement changé. Comment qu'une équipe comme les
exemple, on finit dernier. Là. Mettons, Nashville finit dernier, il va se battre contre Colorado. Ils ont à peu près 30 points de différence là, en saison régulière. C'est assez fou. Là. Donc, en tout cas, moi, je trouve que ça serait un bon match-up que j'aimerais voir. Moi, Penguins, Blue Jackets, évidemment, mes Red Wings, ça serait pas pire aussi s'ils font les séries, mais présentement, ils sont hors des séries. Donc, parce que je suis en train de compiler ceux-là de l'Ouest, puis je te dirais qu'il y a des match-ups qui se ressemblent quand même pas pire. Fait que, tu sais, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, on chiale peut-être un peu pour rien? Mais, en même temps, je suis en train de finir de compiler, là. Il y a un match-up qu'avec le format actuel que je vais détester parce que c'est deux très bonnes équipes si ça reste de même et je voudrais pas voir ça en première ronde. Mais si on fait maintenant aujourd'hui dans l'Ouest, si les séries débutaient aujourd'hui, on aurait Colorado-Nashville, on aurait Anaheim-Utah, ce serait une belle série, ça par exemple. Deux équipes jeunes qui ont du talent de chaque côté. On a Vegas-Edmonton et le match-up que je ne veux pas voir. Dallas Wild. Dallas-Minnesota. Deux équipes qui sont pactées cette année, deux équipes qui pourraient aller loin en série. Puis là, ça, c'est l'exemple parfait de la série que ça me mettrait en beau fusil parce qu'il y a une de très bonnes équipes là, qui partirait. Maintenant, si on prend le format 1-8, 2-7, etc., Colorado-Nashville, ça ne change pas. Ouais. On aurait Dallas-Oilers. On aurait Minnesota-Vegas. Et Utah-Anaheim s'affronterait aussi. Donc, on a quand même 2 séries sur 4 qui resteraient pareilles. Sauf que là, Minnesota pognerait Vegas, une équipe qui va plus ou moins bien. Fait que, tu sais, ça me dérangerait pas de voir Minnesota. Les Ducks contre les Utah, ça serait insane. Là. De qui, ça? Les Mammouths contre les Ducks, ça serait une série de feu. C'est une très belle série, honnêtement, si ça peut rester de même. Mais le point, c'est que, tu sais, ça me dérangerait pas que Minnesota envoie Vegas en vacances. Ouais. Puis, tu sais, si Dallas bat Edmonton, mais en deuxième ronde, t'as quand même encore tes gros clubs là, qui sont là. Fait que, tu sais, c'est plus là la différence. Tu sais, il y a des séries qui se ressemblent. T'sais, on regarde dans les deux côtés, Est et Ouest, il y a des choses que ça bouge pas. Mais tu sais, la série qui bouge, qui fait suer, ben, ça dénonce justement ce format-là, qui est celui de Batman. Parce que Dallas, Minnesota, première ronde, excellente série. Écoute, j'écouterais les 5, 6, 7 matchs, les 4, 5, 6 ou 7 matchs qu'il y a dans ces deux équipes-là. Je vais l'écouter sans aucun doute. C'est vrai que c'est un bon match-up en première ronde, c'est intéressant. Mais ce match-up-là, je le veux plus tard dans les séries. Je le veux pas là. Mais ça fait en sorte que ta première ronde est super excitante, Max. Mais ta deuxième ronde laisse à désirer. Puis c'est ça les statistiques qu'on devrait sortir, c'est de voir comment d'équipes en première ronde ont fait des 5, 6, 7 matchs dans leur série versus la deuxième ronde où on passe sur le dos puis c'est 4, 5 matchs, 6 matchs. Moi, je pense que ça l'amène un aspect, puis évidemment, il y a plus de hockey dans la première ronde. Là. Les droits de télévision font en sorte que des fois, tu as 4 matchs par jour. Là. C'est intéressant. Tu passes toute la journée devant la télévision. Je pense que c'est ce que la Ligue nationale veut reproduire, un peu ce que le football fait avec leurs 3 matchs par jour, mais reste que la première ronde est excitante, deuxième ronde est vraiment moins bonne. Et là, après ça, on tombe directement en genre de finale de concession et là, finale de la Coupe Stanley. Alors que, tu sais, je pense qu'on a voulu on a voulu faire un peu la nationale du côté mettre ça excitant en partant puis diminuer le talent. Pas le talent, mais l'amusement à la fin. Mais reste que, évidemment, Stars Wild, c'est une série qui va être vraiment intéressante. Là. Ça va vraiment être intéressant. Colorado Prédateur, je pense pas. Tu comprends, là, tu sais. Ouais, donc ça, mais ça fait partie de la vie, ça serait ça anyway. Là. Ça serait ça anyway. C'est un peu ça, c'est plate à dire, mais c'est un peu ça qu'à sert la première ronde. C'est un peu de faire le ménage. Puis tu sais, les séries, c'est censé d'aller en montée comme ça. Tu pognes les équipes les plus faibles, puis plus que tu avances, mais là, plus que tu pognes les gros clubs. Là, tu pognes un gros club, là, t'en pognes un moins bon, après ça, t'en pognes un petit peu plus bon, puis après ça, tu t'en vas en finale. C'est pas ça, les séries. Les séries, c'est une côte. Tu fais le ménage, tu passes la. Mettons, t'es l'Avalanche du Colorado, là. Tu passes la gratte avec les Prédateurs en première ronde. Merci, bonsoir, en 4-5, c'est réglé. Deuxième ronde, tu pognes un meilleur adversaire. Troisième ronde, ben là, tu pognes une solide coche. Puis après ça, de la finale, ben, tu pognes la meilleure de l'autre bord. C'est ça, les séries, en fait. Je ne comprends pas pourquoi qu'on veut faire changement de ça. Puis de voir cette fermeture-là de la LNH, ben, ça me désole un petit peu parce que j'avais quand même espoir que ça finisse par changer cette histoire-là. Ah, moi, je pense que c'est une question de télévision plus que d'autres choses, honnêtement. Puis je serais pas surpris. Je te lance une balle courbe. Vas-y. Serais-tu pour un format
1, 16, 2, 15, 3, 14 et que tu mélanges l'Est puis l'Ouest. Tu as les 16 équipes. Bon, j'ai accroché le micro. Tu as les 16 équipes. Ils font 1, 16, 2, 15, etc. Ou quand même pas pousser ça trop à l'extrême puis de juste garder le 1-8 de chaque côté. Comment tu vois ça? Tu le ferais-tu le 1-16? Ouais, ça me dérangerait pas parce que honnêtement, à cette heure, les joueurs voyagent, c'est pas si mal le voyagement des joueurs de toute façon. Puis tu sais, en même temps, tu prends peut-être le format 2-3-2. Au lieu d'avoir le format 2-2-1-1-1, tu préfères le format 2-3-2. Moi j'aillerais pas ça parce que ça mélangerait. Puis tu sais, la nationale veut à cette heure mélanger tout le monde joue contre tout le monde dans l'année. Je pense que ça serait une bonne affaire, mais ça serait vraiment intéressant. Je pense qu'ils l'ont fait une saison. Je pense que c'est les années 80 qu'ils l'ont fait, ou 70, fin 70 qu'ils l'ont fait une fois. Ça n'avait pas été concluant. C'est sûr que dans le temps, on ne voyageait pas autant, mais à cette heure, exemple, tu sais, puis là, les gars vont me dire, ouais, mais là, dans l'Ouest, c'est loin. Hey, les Red Wings de Détroit sont dans l'Est, ils ont passé leur vie dans l'Ouest. Ils ont passé 70 ans dans l'Ouest. Là. Fait que là, chez moi, que le voyagement, là, pas dire comme Gilbert Delorme, les crevettes dans la sauce à crevettes, il n'y a pas de problème avec ça. Là, dans son en première phase, de toute façon, ils sont analysés leur. Oui, il échangeait ses lunchs pour des bières, lui. Ouais, oui, il échangeait ses bières pour des lunchs, c'est vrai. Il disait que les donc, c'est rendu des vols analysés. Ça pourrait être intéressant de voir le 1-16, 2-15. Ça pourrait être intéressant parce que ça donnerait peut-être un enjeu aux séries éliminatoires un petit peu plus grande, mais je ne sais pas si dans un autre sport ils le font. Mais écoute, je serais pas contre cette idée. Ça serait bizarre en temps, par exemple. Tu sais, mettons. Tu joues en Anaheim, mettons que t'es Canadien, tu joues en Anaheim première ronde. Ouais, présentement, ça serait, mettons, Avalanche contre Washington. Après ça, tu aurais Dallas contre les Flyers, Hurricanes contre les Ducks. À date, c'est juste West contre Est. Ouais, Buffalo contre les Sénateurs. Hop, là, un gros match-up. Après ça, tu aurais le Wild contre les Red Wings. Ça serait une belle série, ça avec. Tampa Bay Islanders, Montréal contre Columbus, puis Boston contre les Pingouins. Ça pourrait être intéressant, pour vrai. Moi, j'aillerais pas ça de voir ça, peut-être. Ben écoute, Stéphane, c'est pas mal ce qui résume les grandes lignes de cette rencontre-là, les déclarations qui ont fait le plus réagir. Il y a autre chose qui est avancée par Elliot Freeman de Sportsnet, que je veux qu'on jase aussi. C'est les fameux joueurs de 19 ans, issus là, de la Ligue canadienne de hockey. Pour ceux qui l'ignorent, là, les détails du repêchage et tout ça, lorsque tu repêches un joueur directement en Europe, exemple, je suis le Canadien, mon choix de première ronde, c'est Ivan Demidov, quand ils l'ont repêché en 2025. Là, si on enlève les contrats, tout ça, là, je parle juste aux questions logistiques, ben, le Canadien aurait pu prendre Demidov et le faire jouer à Laval l'année suivante. Même s'il n'y a pas 20 ans, il aurait pu jouer là parce que la réglementation stipule que les joueurs issus qui sont repêchés alors qu'ils sont en Europe peuvent faire le saut chez les professionnels en Amérique du Nord l'année suivante. Ça, c'est correct. Mais ça ne marche pas pour la Ligue canadienne de hockey. Si tu repêches un gars de 18 ans, le Canadien repêche, exemple, mettons, je vais prendre un autre exemple. Mettons les Mammoths de Utah qui repêchent Caleb Desnoyers. Ouais. Ben, Caleb Desnoyers est obligé de jouer junior l'année suivante ou LNH s'ils veulent monter tout de suite, mais il n'y a pas d'entre-deux. Fait que là, apparemment, selon Elliot Freeman, la Ligue américaine et la LCH seraient en pourparlers pour arriver à une entente pour que certains joueurs de 19 ans puissent jouer dans la Ligue américaine au lieu de retourner junior et perdre leur temps, en guillemets, parce qu'il y a des joueurs, écoute, qui vont se claquer des 120 points dans leur année de 19 ans junior, mais tu te demandes si ça leur permet vraiment de progresser ou bien si c'est juste comme s'ils jouaient contre des enfants dans un parc. Là, tu joues avec des jeunes de 8 ans à patinoire extérieur, tu scores 50 buts. Oui, tu as des stats, mais tu t'améliores pas de même. Là. C'est en jouant contre les meilleurs que tu t'améliores. Puis, c'est un peu ça qu'on veut essayer d'enrayer. Là, on veut essayer de permettre. Puis, par contre, ça toucherait uniquement les joueurs qui sont repêchés en première ronde. Donc, si tu es repêché en première ronde, à ton année de 19 ans, tu peux aller jouer dans la Ligue américaine avec ton équipe au lieu d'aller au lieu de rester plutôt dans la Ligue canadienne de hockey. Évidemment, cette possible entente va certainement avoir des répercussions, malheureusement, sur les équipes juniors. C'est ça que j'ai hâte de voir lorsqu'on va arriver, si on arrive à une entente entre les deux. Ça va être quoi les bienfaits pour la Ligue canadienne? Parce que pour la Ligue canadienne, si une entente de la sorte arrive, je ne vois pas en quoi qu'on retire du bon là-dedans parce qu'on va perdre nos joueurs de 19 ans. Puis malheureusement, au Canada,
les équipes sont un peu dirigées comme une petite PME. Là. Je veux dire, il faut faire de l'argent, il faut avoir du monde dans les estrades. Tu sais, c'est pas comme la NCAA que c'est scolaire, fait que on s'en fout un peu. Là. Je veux dire, le but, c'est de développer des joueurs et tout ça. Tu sais, les remparts, là, ils veulent avoir du monde dans les estrades. Ils veulent que le monde renouvelle leur billet de saison puis tout ça. Fait que si tu perds ton joueur étoile parce qu'il s'en va soit dans la NCAA ou soit dans la Ligue américaine, ben tu perds un joueur de plus. Puis tu sais, on sait que la NCAA fait beaucoup mal présentement à la Ligue canadienne pour justement les joueurs de 19 ans qui quittent. Là. La LHMQ n'a pas été si touchée que ça, mais tu sais, dans l'Ouest, tu as McKenna qui est parti. Tu as Jackson Smith qui est un haut choix qui est parti. Tu as Keaton Veroff qui va être un joueur de cette année qui est parti aussi. Tu as Caden Lindstrom qui, même si certains appellent quand même un flop, c'est quand même un choix top 5 qui est parti aussi NCAA. Il y en a plusieurs qui s'en aillent. Et là, tu ajoutes cette corde-là en plus que ton joueur de 19 ans qui est repêché en première ronde, ta superstar dans ton équipe junior, ben, elle ne reviendra pas parce qu'elle va aller jouer dans la Ligue américaine à la place. Fait que j'ai hâte de voir comment on va arranger tout ça parce que c'est sûr que pour le joueur, c'est idéal. Écoute, il y a tellement de joueurs au niveau junior qui perdent leur temps là, dans la Ligue junior, qui font des 2 points par game, des 3 points par game de façon régulière. Puis honnêtement, il serait bien mieux de jouer dans la Ligue américaine rendu là. Fait que, point de vue du joueur, ça va être génial. Mais j'ai hâte de voir du côté des équipes comment on va s'arranger parce que j'ai l'impression que ça va donner un petit coup un peu sur plusieurs marchés du hockey au Canada, là, du moins au niveau junior. Oui, exact. Puis, tu sais, ces joueurs-là sont souvent dans un contrat d'entrée de 3 saisons. Puis, il faut noter aussi les joueurs de première. Les joueurs qui sont repêchés au premier tour ne peuvent pas aller à la Ligue américaine directement avec même un contrat de la LNH. Donc, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, Zane Parekh, cette année, a été un bon exemple. On l'a amené avec les Flames de Calgary. On l'a seulement envoyé dans un effet de reconditionnement dans la Ligue américaine pour quelques matchs. Puis, tu sais, oui, il est bon, mais là, il a connu quand même des difficultés d'adaptation cette année. Là, ça aurait été bon de le faire jouer à la Ligue américaine. Puis, honnêtement, ce que je trouve intéressant là-dedans, Max, c'est justement, on n'a rien entre le junior et la Ligue nationale du côté des joueurs des joueurs repêchés tôt dans les repêchages. Et souvent, c'est là qu'on perd d'excellents joueurs qui jouaient dans le junior ou dans la NCAA puis qui ont un petit peu un problème avec la Ligue nationale alors qu'ils sont trop jeunes. Et moi, je pense que là, présentement, je pense que c'est l'association des joueurs, là, que c'est dans les mains de l'association des joueurs qu'il faut qu'ils prennent une décision. Mais ça pourrait changer drôlement l'avenir de la Ligue nationale, surtout de la Ligue américaine. Et tu sais, ils ne veulent pas la Ligue américaine, aussi, ils veulent faire de l'argent. C'est des concessions qui sont là pour rester. Et ça apporterait des joueurs vedettes. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on fait ça, on pourrait apporter n'importe comment de joueurs qu'on veut de 19 ans. Pas seulement un ou deux, on pourrait y aller avec 3, 4, 5 si on veut. Ben, à condition que c'est des choix de première ronde, par exemple. Pas que ce soit des choix de première ronde. Exactement. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on pourrait faire actuellement. Mais tu as raison pour les joueurs peut-être de 18-19 ans qui se perdent leur temps dans la WHL ou dans la NCAA ou dans la Ligue junior majeure du Québec, Ligue junior maritime Québec ou la IOHL. Mais c'est intéressant, je pense, de voir comment ça va aller dans les prochaines semaines. Mais ça pourrait être une avancée assez significative au niveau des jeunes, là, de l'encadrement qui pourrait se faire au niveau plus professionnel que le junior à 18-19 ans. C'est sûr. Le seul point positif, qui n'est pas tant positif parce que c'est triste en même temps, c'est que la LHJMQ ne serait pas tant touchée parce qu'on n'en produit pas de choix de première ronde à moitié du côté de la LHJMQ. Là. Donc, de ce côté-là, je ris jaune un peu en ce moment parce que ça démontre à quel point il y a un problème ici au Québec au niveau du développement, mais on en sort peut-être 1, 2, puis quand on a une bonne année, là, c'est 3 choix de première ronde. Mais des ligues comme la OHL qui en produit des dizaines et des dizaines à chaque année, eux, ça va faire mal solide, honnêtement. Là, si tous ces joueurs-là s'en vont finalement dans la Ligue américaine à leur année de 19 ans, ça risque d'être... Puis ça va peut-être revoir aussi un peu le modèle d'affaires des ligues juniors, parce que là, tu le sais qu'à 19 ans, tu peux perdre une pelletée de joueurs, que ce soit justement par la Ligue américaine, si tu as des choix de première ronde LNH, mais la NCAA aussi, c'est une autre option également. Fait que là, tu as pas 2 fois plus de chance, mais tu as une option supplémentaire qui pourrait arriver et qui fait en sorte que tu vas perdre des joueurs. Fait que tu sais, comment qu'on va dealer avec ça du côté des équipes des équipes juniors? Tu sais, ça va être dur de bâtir, parce que tu sais, évidemment, les équipes juniors, c'est tout le temps sur un cycle. Là, je veux dire, tu bâtis, après ça, t'es bon une année, après ça, tu rebâtis 2-3 ans, t'es bon une année, puis il y a un cycle là-dessus. Mais là, ça va être dur de prévoir parce que là, tu te dis, OK, fine, j'accumule des choix de première ronde, je vais repêcher plein de gars.
de la même cohorte. Fait que comme ça, rendu à telle année, ça va être là que l'équipe va être vraiment à sa maturité puis qu'on va gagner. Mais là, tu as la moitié qui quitte parce que ça a été des choix de premier rond de la NHL ou qui s'en vont de la NCAA. Fait que tu sais, ça va devenir tellement un véritable casse-tête pour les DG pour bâtir une équipe. J'ai vraiment hâte. Façon de parler, mais j'ai hâte de voir comment qu'on va composer avec ça si cette réglementation-là passe. Parce que pour vrai, être DG d'équipe junior, ça va devenir un cauchemar. Honnêtement, tu vas tout perdre tes cas, puis il faut que tu remplaces ça. Écoute, c'est pas encore arrivé, puis j'ai déjà mal à la tête pour les DG, honnêtement. Ouais, puis honnêtement, ça va être tout un casse-tête. T'as raison de le pointer comme ça, Max. Puis j'ai hâte de voir. Tu sais, déjà, on a de la misère ici à en faire. Est-ce qu'on va être capable d'en produire encore plus avec ce règlement-là? Donc, écoute, ça va être intéressant de voir. Je te le dis, c'est quelque chose, oui. Honnêtement, là, c'est... Tu sais, ça tire de partout, Max, depuis une couple d'années, puis on essaie de faire des choses, puis on essaie d'apporter des éléments un peu partout dans les ligues différentes qu'on fait. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'on s'en va avec le hockey dans les prochaines années, parce que ça tire vraiment du boulet. Mais vraiment partout. Donc, écoute, moi, je suis dedans, tu sais. J'adore ce que je fais, mais je me dis, tabarouette, des fois, ça va être intéressant. Écoute, Steph, on va venir un petit peu sur nos équipes locales là, parce qu'il y a du gros stock là, qui se passe actuellement. Et il y a des équipes qui font très, 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 très bien, honnêtement. Donc, ça vaut vraiment la peine là, d'en glisser un petit mot. On va commencer par le Perfection Auto au niveau junior. Eux qui sont en série. Et ils se rendent en finale. Donc, on va être en mesure là, d'essayer de défendre notre titre parce qu'évidemment, c'est les champions en titre, le Perfection Auto. On a commencé ça en première ronde contre la formation de East Broughton. C'est des séries 2 de 3, ou plutôt 3 de 5, excusez. Et on a commencé ça contre East Broughton avec une victoire de 2-1 dans le match numéro 1. Anthony Roy qui a eu le but gagnant dans cette rencontre-là. Ensuite, match numéro 2. On remporte ça par la marque de 3-0. Donc, on mène la série 2-0 et on complète le balayage par la suite avec une victoire de 5-2 dans le troisième match. Anthony Blouin qui a marqué 2 buts dans la victoire. Donc, on passe la première ronde. On se dirige du côté de la Haute-Beauce alors qu'on va affronter eux pour la deuxième ronde des séries. On remporte ça 6-2 le premier match. Là, Zachary Jolin qui a eu un but et une passe là, dans la victoire. Ensuite, un match un peu plus défensif pour le match numéro 2. Tellement défensif qu'il y a juste eu un but, Stéphane. Ça finit 1-0. Et c'est Adam Landry qui a marqué le but gagnant. Et c'est malheureusement dans ce fameux match-là. Si tu te souviens, Stéphane, on s'en était parlé la semaine passée de l'incident là, qui a eu lieu avec l'arbitre. Oui, l'arbitre. Qui a fait attaquer là, après la rencontre. J'ai pas vu malheureusement qu'est-ce qui a mené à ça. Mais pour ceux qui étaient dans une grotte durant les dernières semaines, qui n'ont pas vu ça passer, là, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Ce qui est arrivé, c'est qu'après la partie, il y a un arbitre là, qui retraitait vers le vestiaire, évidemment. Malheureusement, il y a un partisan là, qui l'a attaqué de dos, l'a poussé à terre et l'arbitre qui a subi des blessures quand même. Là, il ne s'est pas juste relevé puis on retourne à la maison. Il y a quand même eu des conséquences par rapport à ça. Puis Stéphane, je veux qu'on prenne, je sais qu'on l'a fait la semaine passée avec l'autre podcast, mais je veux qu'on revienne là-dessus puis je veux qu'on reprenne un peu de temps pour rappeler aux gens, là, tu sais, c'est du junior B, du junior, je pense que c'est junior B, là, c'est la catégorie. Là. Non, tu sais, je l'ai dit, il n'y a personne qui va faire la LNH là-dedans. Puis tu sais, c'est pas pour dire que les joueurs sont pas bons, c'est rien de ça. Mais tu sais, quand tu joues junior B, normalement, tu finis ta carrière, après ça, tu vas peut-être jouer senior un peu, mais tu sais, c'est rare qu'un gars qu'il y a une équipe de la LNH qui va repêcher un gars qui jouait junior 2B à la 4 chemins. C'est ça le point que je veux faire mention. Fait que pourquoi prendre ça autant au sérieux? Pourquoi? Tu sais, oui, les séries, c'est les émotions, je peux comprendre. Des fois, on est un peu... on a la mèche courte avec les officiels. On dit tout le temps qu'ils sont pas bons, puis tout ça. Puis écoute, ça fait partie du folklore, malheureusement, certains diront. Mais il ne faut pas oublier que ces arbitres-là là, font ça probablement parce qu'ils aiment ça. Ils font pas ça pour l'argent. Parce que probablement qu'ils ne sont pas payés ils n'ont pas une liasse de 20$ qu'ils attendent après chaque game. Là. Probablement qu'ils font ça pour des peanuts. On peut-tu les respecter, s'il vous plaît? Honnêtement, c'est ça le message que je veux mentionner. Parce que pour vrai, ces arbitres-là, oui, il y en a que c'est prennent des décisions discutables, mais vous mettrez des patins et un casque, vous prendrez un sifflet et vous irez arbitrer une game, voir si c'est si facile que ça, honnêtement. Là. Moi, personnellement, je le ferais pas. Je salue le courage de tous les officiels qui font ça parce que moi, je le ferais pas. J'ai pas la couenne assez dure pour faire ça. Puis, Colin, il y a des places qui en manquent des officiels. Il y a des places qui ont de la misère à en trouver des officiels. Là, on en a.
Non, le gros problème, Max, c'est quoi? On les traite mal, il y en a presque plus. Ça va attaquer notre sport dans pas long parce que plus en plus, c'est des jeunes des jeunes arbitres qui vont être là parce que les plus expérimentés ne veulent pas l'être. Ils ne sont pas payés des prix extrêmement chers pour faire la job qu'ils font. Moi, je vous le dis, là, je suis trésorier de l'association, je les connais les prix. OK? Ils ne roulent pas sur l'or, je vous le dis tout de suite. C'est des passionnés de hockey, souvent des joueurs ou des personnes qui ont arrêté de jouer au hockey justement pour faire ça ou des jeunes en développement qui veulent le faire. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il en pousse pas un, il en pousse deux dans la vidéo. Il pousse le premier, l'autre arbitre arrive, il pousse le deuxième. Tu es en 6 éliminatoires peu importe la catégorie que tu fais. Ils ont un sifflet, ils ont leurs 2 yeux, puis leurs 2 jambes, c'est tout. On n'a pas de reprise vidéo, nous autres, dans l'association, ce qu'on joue. On n'a pas de reprise vidéo, rien, là. On n'a pas de deuxième chance au crédit, comme on dirait, là. Pas de deuxième chance avec n'importe qui va être là. C'est du va-et-vient, le jeu est rapide, plus les catégories montent, plus que c'est rapide. Et honnêtement, ils font du mieux qu'ils peuvent. Mauvaise décision, là, ça arrive. Là. Je jouais tantôt avec mon gars, là. Il est venu me voir, il disait hey, je l'ai manqué tantôt. Oui, je l'ai manqué. Excuse-moi, je l'ai manqué. J'ai dit c'est correct, pas de trouble. Regarde, c'est la vie, là. On va dealer avec, là. Qu'est-ce que tu veux faire, anyway? Donc, tu sais, calmez-vous les nerfs un petit peu. Je pense que ça vaut pas la peine de se rendre malade pour des affaires comme ça. Ça vaut pas la peine d'hypothéquer le futur du sport pour ça. Parce que je vous dis tout de suite, le jour qu'on n'aura plus, vous n'aurez plus de place pour jouer sur la glace, ça prend un arbitre. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut se calmer les nerfs. Faut apprendre que des mauvaises décisions, ça se fait dans n'importe quoi, dans vos vies personnelles aussi. La personne qui a poussé les 2 arbitres, là, je pense pas que sa vie est toute blanche puis que tout est parfait. Là. Donc, l'émotion peut-être, mais crier, si vous voulez, vous allez faire dehors de l'aréna un jour, mais je veux dire, au bout de la ligne, la violence physique, elle n'a aucun rapport là-dedans. Puis, autant pour un joueur sur la glace, c'est une mauvaise décision. Là, mon gars n'est pas parfait, puis j'ai pas été parfait dans mon hockey mineur non plus. Puis des fois, on dit qu'il passe vite sur l'effet de l'action, mais jamais il y aura d'effort physique là-dessus. Écoute, c'est sacré, là. C'est malheureux, mais gobe ce qu'il a dit, gobe ta punition, mets-toi sur le banc des punitions, puis on ne varge pas son arbitre. Encore moins quand c'est un parent. Puis ça met encore un baume sur une décision stupide d'un individu par rapport dans un match qui ne devrait pas être. Encore une fois. On passe pour des crétins. Oui, puis écoute, il n'y en a tellement pas d'abord de documentation par rapport à ça, des débordements dans les estrades, puis tout ça. Pourquoi pas en ajouter une couche de plus, hein? Il y en a plus. Puis tu sais, écoute, j'en ai regardé des matchs de hockey mineur, puis j'en ai vu des parents qui... Écoute, c'est épouvantable, honnêtement, des choses qui se disent, des choses qui se crient dans les estrades pour un match midget 2C. C'est comme... Tu sais, encore là, c'est pas pour bâcher la catégorie. Je veux dire, j'ai rien contre les gens qui jouent midget 2C, mais je veux dire, c'est quoi l'enjeu? Je veux dire, il y en a pas. Les joueurs sont là, oui, ils sont compétitifs. Ils veulent gagner, c'est parfaitement normal. Je veux dire, quand je joue au hockey, Moutou, je joue rarement pour perdre. Là. Je veux gagner. C'est oui, je veux m'amuser, mais je veux juste aller chercher la victoire en bout de ligne. Mais si on perd la game, il se passe quoi? Il se passe rien. On en a un alignement, on est déçu, on est fâché, c'est normal. Puis on s'en va à la maison. Je veux dire, il n'y a aucun scout de la Ligue nationale qui est là. Il n'y a aucun scout de l'Europe. Il n'y a personne. Là, je veux dire, tu ne vas pas impressionner personne si tu fais 4 buts, 2 passes. Là. Non. C'est le fun pour tes stats, mais à part de ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des parents qui voient un petit peu trop leur enfant gros, plus qu'ils devraient le voir. Puis ça donne des scènes de même, ça donne des trucs comme ça. Puis tu sais, pour graviter là-dedans, Max, puis cette phrase-là me fait rire tout le temps. Là, on voit nos enfants plus gros qu'on est, c'est nos enfants. On va toujours voir nos enfants plus gros qu'ils sont. Puis c'est bien oui, normal. mais jusqu'à un certain point. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut que tu saches mettre les bonnes bases, les limites à une personne. Puis de toute façon, tu es en train de montrer à ton enfant comment que ça fonctionne. Donc, tu as juste l'air épais. Comprends-tu? Donc, tu proclames toi-même les choses que tu veux pas que tes enfants en fassent. Mais encore une fois, ça reste humain. On va toujours penser que nos enfants sont meilleurs. Puis, c'est quoi? C'est bien correct. Il faut juste à un moment donné se calmer les nerfs puis de comprendre que si ton gars est dans le 3 peut-être, puis encore là, on vient de le dire, Max, puis on vient d'en parler. On a tellement de joueurs issus du Québec qui sortent à toutes les semaines. Donc, on peut se calmer les nerfs un peu. Donc, bref.
parenthèse fermée par rapport à cet incident-là. Donc, cette victoire-là de 1-0 donnait l'avance aux Perfections Auto, 2-0. Ensuite, match chaudement disputé, le match numéro 3. Ça a été une défaite, malheureusement, en prolongation du côté de Perfection Auto. C'est Zachary Quirion qui s'est illustré dans ce match-là avec un but 2 passes. A participé aux 3 buts dans la défaite de 4-3. Donc, c'était 2-1 la série, mais finalement, on a réussi à mettre fin au débat dans le match numéro 4 avec une victoire de 4-1. Et là, on accède à la finale. Puis aujourd'hui, au moment où on enregistre le podcast, on attendait de voir contre qui le Perfection allait jouer là, parce qu'il y avait Saint-Georges qui jouait contre Saint-Éphrem. Et c'est finalement Saint-Éphrem qui a éliminé Saint-Georges. Donc, ce sera une finale entre le Perfection Auto et la formation de Saint-Éphrem. Sinon, Stéphane, le Kraken, eux, là, sont en business, ça n'a pas de sens. Je regarde les faits, pas les faits saillants, mais les sommaires. Puis je me dis, c'est impossible que ce club-là, c'est une équipe que c'est la première année qu'ils sont dans la ligue. C'est épouvantable à quel point ils sont en business. La première ronde, là, ils ont joué contre Beaumont. Là. Match, c'est des 2-3. Match numéro 1, 8-0 la victoire. 2 buts 2 passes pour Christopher Mendez. Qui d'autre? Match numéro 2, 11-0. 2 buts 2 passes pour notre cher ami Éric Pouliot dans la victoire. Donc, grosse performance d'Éric. Donc, on accédait là, à la deuxième ronde. Et on a joué un match dans la deuxième ronde qui est contre Saint-Lazare. Et on a gagné ça 5-2, 3 passes pour Jonathan Bussière là, dans la victoire. Et les matchs 2 et 3, si nécessaire, auront lieu le 27 mars et le 29 mars. Donc, au moment où vous allez écouter le podcast, ces matchs-là seront passés. Mais on va en discuter évidemment là, la semaine prochaine. Mais pour vrai, le Kraken, là, c'est. Écoute, ils ont été très bons en saison régulière. Pas des chokers, eux autres. En série, on continue avec la gratte. On gratte. Hein? Ouais, on tâche les équipes, il n'y en a pas de problème. Avec des grosses victoires quand même assez impressionnantes. Sinon, on va parler un petit peu de mon équipe. Dans la Ligue nord-américaine, le Cool FM de Saint-Georges. Oui. Eux aussi sont en série, première ronde. Et on accueille là, nos vieux rivaux, l'Assuranciat Thetford Mines. Ça donne tout le temps des bonnes séries entre les deux équipes qui ne s'aiment pas bien. Et même s'il y a des nouveaux joueurs qui se greffent année après année, on dirait que quand ces deux équipes-là sont sur la glace, tu le sais qu'il ne faut pas que tu les aimes les autres l'autre bord. Tu n'as plus de chum l'autre bord, c'est terminé. Mais présentement, là, la série qui est égale 2-2. Cool FM aurait pu mener cette série-là 3-1 si c'était pas du deuxième match où on s'est écroulé en troisième période, mais on va y aller avec le commencement. Donc, premier match chaudement disputé, très défensif, un bon duel de gardien entre Sébastien Auger et Étienne Marcoux, les deux qui ont fait des gros arrêts là, coup sur coup. Et finalement, le Cool FM là, qui remporte ça en deuxième période de prolongation, Stéphane. Donc, c'était encore à 5 contre 5 par contre. C'était encore à 5 contre 5, donc au moins ça. Et c'est Carl Hardy là, qui a donné la victoire là, avec un bon tir des poignets dans la partie supérieure pour donner la victoire là, au Cool FM. Match numéro 2, c'est jamais facile de gagner à Thetford Mines. Donc, quand tu as l'occasion de le faire, faut que tu le fasses. Et malheureusement, le Cool FM ne l'a pas fait dans le match numéro 2. Ils étaient bien partis, par contre, alors qu'ils menaient plutôt 3-1 là, après une période de jeu. Non, c'est pas le bon. Non, c'est pas celle-là. C'est 3-1 après 40 minutes de jeu, excusez. Donc, on avait accordé le premier but. Et ensuite, on a marqué 3 sans réplique. Donc, après 2 périodes, c'était 3-1. Je regardais ça, je me suis dit, crime, si on va chercher un match à Thetford Mines pour vrai, on va se mettre des bonnes chances là, de notre côté pour gagner la série. Évidemment, c'est des 4-7, là, mais tu sais, si tu vas en chercher une à Thetford et tu réussis à gagner tes matchs à la maison, tu vas être en business. Ben, Stéphane, 5 buts sans riposte du côté de l'Assurancia en troisième. Et ils vont chercher ça, la victoire 6-3. Elle a fait mal, celle-là. Honnêtement, à la fin de la rencontre, j'avais le goût de pleurer un petit peu. Je me suis dit, je peux pas croire qu'on a échappé ça. Et là, on revient à la maison pour le match numéro 3. C'était vendredi dernier. Et on dirait que la mauvaise séquence de la troisième période, c'est un peu transposé en première période parce qu'on n'a vraiment pas joué de bonne première période du côté du Cool FM. On perdait 3-1 après 20 minutes de jeu. Heureusement, par contre, on a réussi à créer l'égalité là, plus tard dans le match en deuxième. On a été chercher 2 buts en deuxième pour faire 3-3, mais à la mi-chemin de la période, on s'est fait marquer un but. Mais en fait, aussitôt qu'on a marqué notre troisième but, même pas une minute plus tard, Thetford Mines ont remis le quatrième but pour faire 4-3. Après ça, on n'a jamais été capable de gagner ce match-là. Donc, on a échappé un match à la maison. Et là, tu te souviens ce que j'ai dit, Stéphane? Pas facile de gagner à Thetford Mines. On retourne à Thetford. Je me suis dit,
pas que les carottes sont cuites, mais disons que j'avais pas vraiment espoir pour la suite des choses. Mais crime Stéphane, on est allé chercher le match numéro 4 à Thetford avec 4 défenseurs. Il y en a 2 qui se sont blessés en début de match. On a roulé à 4 défenseurs pendant pratiquement la moitié du match. Puis on a quand même réussi à aller chercher cette victoire-là. Ça n'a pas été facile. Là. On avait bien parti encore une fois, 2-0. On a marqué les 2 premiers buts. Je me suis dit, crime, on est dedans, Stéphane, ça va bien. Ah ouais, c'est ça. On accorde les 2 prochains. Bon, 2-2. Puis là, le problème avec ça, c'est que, évidemment, 4 défenseurs, veut pas, ça épuise. Mais on attaquait pratiquement plus, Stéphane. On faisait juste survivre, si on veut. Et là, une des rares chances qu'on a eues en troisième, Charles Tremblay qui fait un tir des poignets à la hauteur des cercles entre la jambière et la mythe. Merci, bonsoir, 3-2, puis on complète ça dans un filet désert pour faire 4-2. Honnêtement, c'est une grosse victoire de caractère, ce match-là, parce que surtout de la manière qu'on avait joué la veille, après ça, le fait qu'on perd 2 défenseurs, puis il y en a peut-être un là-dedans qui c'est fini pour l'année. Là. On parle d'une fracture peut-être, donc probablement que ces séries sont terminées. Même qu'il y a peut-être 2 fractures. Il y en a un qui a reçu un lancer sur une main, puis l'autre, c'est la cheville ou la jambe. Là. Donc, c'est vraiment pas beau. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment on va se comporter pour le reste des séries. Mais disons que la tâche, ça s'annonce assez difficile. Le prochain match qui va avoir lieu jeudi du côté de Saint-Georges. Donc, un petit match en semaine. Et par la suite, là, l'autre match suivant, ça va être le lendemain du côté de Thetford Mines. On va voir comment ça va se dérouler la suite des choses. Mais disons que la perte de ces défenseurs-là, ça semble faire de mauvais jeu de mots, ça peut faire mal là, sur le long terme. Mais j'ai aimé la manière qu'on a répondu dans ce match-là. Justement, on aurait pu facilement s'écrouler puis juste checker out, si on veut, en bon français. Ouais. Ben non, on a mis nos bottes de travail, on a survécu, on a essayé de faire le mieux possible. Puis on est allé chercher cette victoire-là avec un gros but en troisième de Charles Tremblay. Donc, on va souhaiter que cette confiance-là va se transporter parce qu'il faut aller chercher celle-là à la maison le jeudi. Il ne faut pas échapper ce match-là. Ouais, faut pas. Non, faut pas. Sinon, Stéphane, dans l'autre podcast qu'on a fait tantôt de Hockey sur demande, notre live, on a eu des invités. Et un nouveau projet qui s'amène du côté du Québec. Je veux qu'on en parle rapidement. Là, je pense qu'il nous reste grosso modo 5-6 minutes. Là. Je vais me texter le temps parce que moi, je suis en retard un petit peu sur l'UQG. Mais je peux voir qu'il y a 2 minutes de délai. Donc, je peux gager un petit peu. Mais il reste à peu près 6-7 minutes. Là. Non, 5-6 minutes plutôt. Mais l'Association du hockey privé du Québec qui voit le jour, Stéphane, une association qui vise un peu à donner des options pour du côté du hockey privé. Toi qui œuvres de l'autre côté de la médaille avec le hockey fédéré, avec Hockey Québec et tout ça, comment tu vois cette arrivée-là de cette association-là? Écoute, intéressant. Comme je disais dans l'autre podcast, je connaissais un petit peu la série H+, là, puis finalement, on a appris que c'était la même association. Là. Dans le fond, c'est une association qui va regrouper toutes les élitistes privés du Québec qui se fait déjà. Là. Évidemment, il y a plusieurs associations privées qui existent, mais j'ai aimé l'approche. Je vais regarder ça d'un coin de l'œil, voir comment ça va fonctionner, mais je trouve ça intéressant de voir qu'on a d'autres opportunités, qu'on peut conjointement aussi faire un petit peu le hockey civil et le hockey privé comme qu'ils veulent faire. Donc, pour moi, c'est un peu pas une bagarre, mais c'est un peu un régiment entre le hockey scolaire, le hockey civil et le hockey privé. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire. Mais évidemment, quelqu'un qui joue au hockey scolaire qui n'est pas dans la division D3, D2 ou D1 peut jouer au civil. Donc, j'aime l'approche. J'aime aussi le fait qu'on a voulu apporter un élément plus... comment je peux dire ça? On a voulu apporter un élément qui va apporter plus de viande autour de l'os. Donc, on veut vraiment aller avec qu'est-ce que les joueurs peuvent faire pour évoluer. C'est quoi le programme qu'on peut leur donner? Comment qu'on peut les faire venir du point A au point B? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos affaires comme ça? Honnêtement, je trouve ça intéressant. Évidemment, j'ai hâte de voir. Là, c'est une association qui est vraiment très, très jeune. Là. On est dans la première année de cette vie-là. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être apporter quelque chose de supplémentaire qu'on n'avait peut-être pas. Oui, les académies, oui, les camps d'entraînement, oui, les choses comme ça existent. Mais comme un peu Carl disait dans l'entrevue, là, souvent,
on donne pas aux jeunes, il faudrait que tu travailles ça pour être meilleur, pour te rendre au prochain niveau. Eux vont pouvoir le faire. Puis si je regarde le hockey scolaire, non plus, c'est pas un ligue de développement. On cherche vraiment beaucoup la victoire et on cherche vraiment à aller chercher l'autre niveau pour les meilleurs classements, les meilleurs joueurs. Et vu qu'on a de la misère à développer nos joueurs au Québec, puis je ne dis pas qu'on n'a pas des bons joueurs, tu sais, Sacha Boisvert devrait être un des bons joueurs qui s'en vient, mais on n'a pas beaucoup de... Notre banque avec Caleb Desnoyers, Sacha Boisvert n'est pas mauvaise, mais je pense qu'on a besoin d'apporter cet aspect-là supplémentaire. Puis c'est pas plus de hockey, je pense que c'est plus d'encadrement. Et tant mieux. Moi, honnêtement, je vais surveiller ça du coin de l'œil. C'est intéressant, vraiment intéressant. Puis c'est pour les jeunes hommes aussi. Là. C'est pas pour les joueurs à date, en tout cas pour les joueurs scolaires, secondaires, mais c'est plus pour la série, là, dans le fond, M7, M9, M11. Donc, je trouve ça intéressant. Vraiment intéressant. Là, je viens de mettre à l'écran là, leur site internet là, actuel. Donc, là, si vous voulez faire un petit tour, voir ça, faites juste taper Association du hockey privé du Québec sur Google, ça va sortir évidemment. Mais eux, le point qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une compétition qu'on veut faire avec Hockey Québec. On veut vraiment travailler main dans la main. On veut fournir des outils supplémentaires. Puis, tu sais, comme Stéphanie et Carl ont dit en entrevue, d'ailleurs, cette entrevue-là, là, vous allez pouvoir la trouver. Là, vous irez sur le YouTube de Hockey sur demande, là, notre podcast, et elle va être là si vous voulez aller savoir plus précisément là, c'est quoi un peu leurs objectifs et tout ça. Mais tu sais, ce qui ressort surtout, c'est qu'on veut pas mettre le bordel dans tout ça. On veut juste être une option supplémentaire. On veut juste permettre d'autres options. Mais encore là, on va consulter Hockey Québec. On va apprendre aussi de Hockey Québec. On va prendre les conseils, tout ça. Tu sais, on veut vraiment pas faire compétition à personne. On veut juste s'assurer qu'un peu tout est couvert au niveau du développement pour les jeunes au Québec, là, parce que clairement, il y a un défaut à ce niveau-là, là, visiblement. Et dans les grandes lignes, là, c'est qu'on veut vraiment travailler main dans la main avec des organismes et avec les grands du hockey ici au Québec pour s'assurer que justement, on puisse peut-être améliorer certains aspects là, pour permettre aux jeunes de mieux s'épanouir là, dans le sport. Là, parce que c'est notre sport national, c'est notre fierté. On veut que les jeunes se développent, on veut de la relève, on veut du succès surtout. Et malheureusement, les dernières années, ça n'a pas été ça. Oh, exactement, je suis d'accord avec toi. Donc, Stéphane, si je ne me trompe pas, on serait rendu à 57 minutes. Ça, si le temps est exact, si tu regardes de ton coin, on arrive pas mal dans ces bouts-là. Exact, 56-45. Donc, excellent podcast. Puis honnêtement, je suis content de vous revoir tout le monde. Ça a fait un petit 3 semaines sans podcast. On s'est forgé des sujets. Évidemment, ça bouge beaucoup des séries qui s'en viennent dans la Ligue nationale, mais aussi avec le hockey québécois qui change et qui s'améliore ou qui prend du recul. Et je te laisse sur une belle citation, mon cher Max. La Ligue junior de hockey, la Ligue de hockey junior majeur Maritime Québec, avec un bel article de TVA Sport dit qu'une saison de recul avec nationale, la Ligue, alors que les combats ont doublé. Donc, ça va être dans nos sujets des prochaines semaines, mon Max, je peux te le garantir. C'est bon, donc on vous souhaite une bonne semaine de hockey tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast de Hockey sur demande. À plus! Allez tout le monde.